Bienvenue aux grandes entrevues du service de soutien à la formation. Aujourd'hui, nous recevons Paul Prévost qui nous fera part de sa conception de l'enseignement et de l'apprentissage. Paul Prévost est maintenant professeur associé à la faculté d'administration. Il enseigne à la maîtrise et au doctorat, plus particulièrement dans les domaines du développement local et de la méthodologie de la recherche. Pendant sa carrière universitaire, Paul Prévost a été doyen de la faculté d'administration et vice-doyen à l'enseignement et aux affaires internationales. Il a développé et dirigé plusieurs programmes de formation. Il a été, entre autres, directeur académique de l'Institut d'entrepreneuriat de l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement sur les coopératives et titulaire de la chaire Desjardins en développement du milieu. M. Prévost a enseigné dans plusieurs universités au Canada et à l'étranger. Il est auteur et co-auteur de plusieurs livres et articles en gestion et en développement local. Il participe à plusieurs conseils d'administration et agit comme consultant dans l'entreprise privée, publique et dans les coopératives. Monsieur Prévost, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous enseignez donc à l'université depuis plus de 35 ans. Est-ce que votre conception de l'enseignement et de l'apprentissage a évolué au cours de toutes ces années? Pour bien comprendre, bien situer un petit peu le propos que je vais tenir aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord comprendre un petit peu la dynamique des écoles de gestion. Parce que, en fait, le gros des évolutions ou la révolution qu'il y a eu dans les écoles de gestion a eu lieu avant mon arrivée, tout de même. Alors, à la fin des années 60, il y a eu à Sherbrooke le MBA. Coopératif qui s'est installé, qui a considérablement influencé la structure des programmes, les façons d'enseigner et le rapport entre la formation des formateurs et le terrain comme tel. Alors, je dirais que le germe de changement dans la pédagogie, dans l'enseignement à la faculté d'administration s'inscrit à la fin des années 70 et après, ça s'est répandu dans l'ensemble des programmes. L'influence s'est établie. Par exemple, le bac est devenu coopératif. Au niveau de la maîtrise, on a plusieurs programmes qui ont des interventions obligatoires. On a des programmes qui font des échanges avec des pays étrangers. Et au doctorat, on a même une résidence en entreprise comme tel. Alors, tout ça, c'est un peu issu de cette culture qui a été créée par l'avènement du MBA et aussi un courant dans les écoles de gestion, évidemment. Alors, il faut aussi réaliser que la gestion, ce n'est pas une discipline, c'est un champ d'études. C'est un champ d'études avec plusieurs disciplines, alors comme le marketing, la finance, la comptabilité, etc., qui est enseigné parfois de façon disciplinaire et parfois de façon intégrée, de façon à donner une formation en gestion. Alors, on fait face à une culture générale de ce que c'est que la gestion, de la pédagogie, etc., mais aussi une culture disciplinaire. Les disciplines ne peuvent pas s'enseigner toutes nécessairement de la même manière. Alors, d'une part. D'autre part, étant donné notre proximité, on est une école professionnelle, alors étant donné notre proximité du marché, proximité qu'on a cultivée comme image de marque, eh bien, on reçoit aussi les influences et les pressions du milieu, ce qui fait qu'on a toujours été soumis à cette dialectique entre la formation générale et la formation professionnelle. Les gens de l'entreprise, ils veulent avoir des gens qui sont compétents sur le plan technique, mais aussi des têtes bien faites. Alors, quand on est très compétent sur le plan technique, ils nous disent qu'on aimerait plus de formation générale. Et quand on met de l'effort sur la formation générale, ils nous disent bien, il y a des carences au niveau de la compétence technique. Alors, on est toujours pris dans ce cercle qui est parfois exaspéré par aussi pas exaspéré de façon négative, là, mais de façon plus générale, par aussi les corporations qui encadrent plusieurs de nos programmes, qui fixent une grande partie de notre agenda en comptabilité, en finance, en particulier. Et puis, on a aussi tous les concours et les évaluations qu'on subit ou auxquels on participe. Alors, d'après toutes les options, maintenant, il y a des concours interfacultaires qui sont des espèces de jeux olympiques, mais qui ont des dimensions académiques où les étudiants se comparent. Il y a aussi des évaluations nationales des écoles de gestion où on les compare, etc. Donc, on est pris dans une dynamique particulière qui fait qu'il n'est pas facile de nous asseoir sur nos lauriers comme tel. Et puis, on n'arrive jamais à une solution idéale aussi, parce que on est toujours maintenu un peu hors d'équilibre
Puis à ceci s'ajoute, issu de la structure de notre programme de bac en particulier, qui est le cœur de la faculté, il y a un tronc commun, parce que c'est un bac en gestion, il y a un tronc commun pour tout le monde, puis des options. Et les étudiants choisissent leur option après un trimestre ou 2 trimestres. Alors, ce qui fait qu'au moment où ils choisissent l'option, bien, je veux dire, faut que les étudiants aient une bonne évaluation, un bon contact avec l'option de son choix. Alors, s'il y a des problèmes dans une option, ça se fait sentir immédiatement dans le choix des étudiants. Ce qui fait qu'il y a une pression interne qui fait que les professeurs sont toujours près des étudiants, préoccupés de la qualité de leur enseignement et de la qualité du contenu. Alors ça, c'est la dynamique là, dans laquelle évolue la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Alors, est-ce que ça a changé dans ma vie, l'enseignement? Je dois vous dire que si on a poli les façons de travailler, je pense qu'il n'y en a pas eu de grandes innovations pédagogiques parce que les études de cas, le travail en équipe, ça s'est établi très tôt dans notre dynamique. Les formations où on envoie les étudiants sur le terrain et reviennent discuter en classe à travers des études de cas réels. Alors, on fait ça depuis très longtemps. Alors, les évolutions ont été peut-être plus au niveau de l'usage des technologies. On a commencé avec la craie. Et puis, à un moment donné, on a passé au plastique écrit, puis le plastique imprimé, puis après ça, les PowerPoint. Puis là, maintenant, on est en téléconférence. Et puis, et ça change aussi notre façon de faire et notre façon de travailler. Alors, puis ensuite, les programmes sont variés dans la faculté. Alors, si vous enseignez au bac, c'est une dynamique. Si vous enseignez dans la maîtrise, bien, il y a au moins 2 ou 3 dynamiques parce qu'on a des maîtrises professionnelles, des maîtrises qui sont plus spécialisées. Puis si vous enseignez au doctorat, c'est une autre dynamique aussi. Donc, il y a des challenges, il y a des évolutions qui ont eu lieu, mais il n'y a pas eu de révolution comme l'arrivée, par exemple, du MBA qui a ouvert les portes. Les défis de l'avenir au niveau pédagogique vont tourner autour de l'usage de l'Internet. On l'utilise dans certains cours, il y a des projets pilotes, des expériences pilotes, mais je pense que la pression va venir de l'extérieur. Donc, l'enseignement, les nouvelles approches pédagogiques existent, sont en place depuis longtemps à la faculté. Mais est-ce que le rôle du professeur, soit par la venue de nouvelles façons d'enseigner à cause d'Internet, par exemple, ou les nouvelles technologies en général, est-ce que le rôle du professeur a changé quand même au fil de ces 30 quelques années-là? Non? Le rôle du professeur, bon, pour chaque professeur, il y a eu des évolutions, mais le rôle, a toujours évolué autour des 3 pôles qui existaient dans la faculté. Alors, évidemment, il y a le professeur maître qui donne son cours de façon magistrale. Alors, il y a des cours plus quantitatifs, qui sont avantagés par ce genre d'approche. Alors, évidemment, l'usage des technologies, des fois, ça permet de la variété, ça permet de la souplesse. Bon, ça simplifie parfois le travail du professeur, mais fondamentalement, c'est le même comportement. Il y a aussi le deuxième rôle, c'est le professeur animateur accompagnateur ou le coach. Dans les cours où on fait usage des études de cas pour la formation, le travail en équipe, le professeur a un rôle qui est différent. C'est celui de s'assurer que ses équipes travaillent, dégagent des connaissances, et puis après ça, il doit, lui, faire la synthèse des discussions et puis ramener ça au cadre théorique ou aux théories et techniques qui étaient à l'ordre du jour. Alors, ce rôle d'animateur, accompagnateur, bien, il existe, il a toujours existé depuis l'instauration du MBA. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que il y a plus. Au début, c'était concentré dans quelques cours de management, gestion des ressources humaines. Mais maintenant, ce sont des méthodes qui sont utilisées un peu partout selon les aptitudes des cours en question. Puis, récemment, on a commencé avec les maîtrises, mais le choc s'est donné plus avec l'avènement du DBA. Alors, c'est l'approche plus tutorale. Alors, le DBA qu'on a est un DBA avec un tronc commun extrêmement court, 4 cours,
Et le reste, ce sont des séminaires. Et des séminaires qui sont pilotés par un prof, puis après une équipe de professeurs, 3 professeurs. Alors là, c'est une approche tutorale où on accompagne l'étudiant dans sa démarche d'apprentissage. Oui. Individuellement, dans sa démarche d'apprentissage et puis ensuite dans la rédaction de sa thèse. Alors, donc, à l'heure actuelle, c'est entre ces 3 pôles-là que les professeurs doivent se promener. Et des fois, ça crée des petits, je ne dirais pas des imbroglios, mais certains stress pour les professeurs, parce que si vous enseignez au bac, puis vous enseignez au doctorat, puis vous enseignez à maîtrise, ce qui est le cas de plusieurs professeurs, bien là, vous avez différents modèles pédagogiques que vous utilisez. Alors, ça veut dire plus de préparation, et ça veut dire aussi changement de paradigme. Alors, on a des profs qui ont trouvé au début un petit peu plus difficile. Le rôle d'un tuteur, lorsqu'on a été un maître, c'est un saut quantique. Complètement autre chose. Hein? Alors, c'est un apprentissage qui doit se faire, puis à ce moment-là, le professeur perd le contrôle de la formation. Lorsqu'on est un maître, on a à peu près 75 du contrôle de la formation. Un petit 25 qui reste à l'étudiant. Et lorsqu'on est un tuteur, c'est 75 du contrôle de la formation qui appartient à l'étudiant. Et puis, le professeur, il guide l'étudiant, il a le 25 dans les mains. Alors, il n'est pas facile d'être à l'aise dans tous les modèles comme tel. Mais on peut dire que dans la faculté, il y a des professeurs qui œuvrent là, dans chacune de ces approches-là. Quand vous parlez de ces 3 rôles-là, vous dites, maître, coach et tuteur, pour résumer. Mais est-ce qu'on peut faire le parallèle avec premier, deuxième et troisième cycle? Il y a... Grosso modo, non? Oui, il y a je dirais, il y a une certaine corrélation, mais pas complète, parce que au premier cycle, il y a beaucoup de travail en équipe, il y a beaucoup d'études de cas. Alors là, le professeur est plus un coach. Bon, il y a moins de tutorats, c'est sûr, au premier cycle, c'est normal. Au deuxième cycle, on a des maîtrises professionnelles et des maîtrises recherche. Dans la maîtrise professionnelle, je veux dire, l'approche générale de l'enseignement ressemble au bac. Et puis là, il y aura des cours magistères. Il y aura aussi des cours de travail en équipe, etc. Alors, dépendant si vous êtes dans un domaine ou l'autre. Et bien, le doctorat, lui, en particulier, il est construit autour de cet enseignement tutoral. Comme tel. Puis les professeurs, en général, réussissent à bien s'adapter à ces 3 rôles-là. Là, vous parliez de saut quantique. Oui. Pas facile à faire? Bien, c'est pas nécessairement... si c'est pas facile, ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas. En fait, on est souvent traîné dans un nouveau mode de comportement. Alors, je dirais, à un moment donné, vous donnez des cours à maîtrise. Vous devez changer votre façon de faire. Il y a un petit ajustement, c'est un petit choc, mais après ça, vous le faites et puis vous le savez. Il y a aussi des pressions, des fois, des corporations. Moi, je me rappelle qu'à une époque, chez les comptables, l'enseignement était très technique et c'était un petit peu le vœu de la corporation. Et puis, à un moment donné, on a décidé d'avoir une approche plus synthétique et on a introduit les études de cas aux examens de la corporation. Et ce qui a amené les responsables du programme à reviser leur enseignement pour utiliser la méthode des cas, etc. Donc, il y a eu des changements qui sont faits. Alors, à chaque fois qu'il y a un changement, je veux dire, il y a l'apprentissage. Ça déséquilibre certains professeurs qui, par exemple, n'ont pas nécessairement le temps de faire le saut, tout ça. Et puis, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de gros problèmes comme tel. Parce que c'est comme si ce sont des pressions, comme je vous disais, qui viennent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et il n'est pas facile pour un professeur de ne pas embarquer. Parce qu'il y a des évaluations immédiates, les étudiants sont là, les employeurs sont là, à un moment, les corporations sont là. Alors, on est pris pour s'inscrire là-dedans. Et c'est un peu notre carrière et notre plaisir qui est en jeu. Quand vous parliez justement de ces pressions-là en début de conversation, vous mentionniez les aspects disciplinaires et, si je ne me trompe pas, vous avez utilisé aussi le terme des aspects plus techniques. Est-ce que ces aspects techniques-là, c'est ce qu'on peut appeler culture générale dans d'autres domaines ou dans d'autres situations? Est-ce que c'est quand vous parliez d'aspects techniques, vous faisiez référence à... Moi, je faisais référence à de la technique. Technique. Oui, à de la technique. Il y a des enseignements qui sont plus techniques et puis il y a d'autres enseignements qui sont plus conceptuels. Il y a des enseignements qui sont méthodologiques.
Alors, un programme est construit autour de ces différents pôles-là. Et puis, il y a d'autres enseignements qui sont intégrateurs dans notre programme. Je veux dire, qui intègrent les différents concepts qui ont été enseignés dans les différentes disciplines, qui fait usage des techniques qui ont été enseignées. Les techniques, c'est, je ne sais pas moi, l'informatique, les mathématiques, statistiques, ce genre de choses-là. Okay. Et puis, qui portent la capacité de travail des étudiants, mais il va travailler à l'intérieur de cadres théoriques, je veux dire, en marketing, en finance, etc. Mais comme on est en administration, bien, quelque part, il y a des cours d'intégration, des cours de stratégie, etc., qui intègrent ces savoirs-là pour que l'étudiant puisse avoir une vision d'entreprise, une vision plus globale des choses. Alors, pour moi, la formation générale, pour nous, en gestion, c'est autre chose. La formation générale, pour nous, c'est deux dimensions. C'est la dimension organisationnelle et puis la dimension, je dirais, sociétale. Alors, la dimension organisationnelle, c'est qu'on ne veut pas, et le marché ne veut pas qu'on forme des hyper spécialistes dans une discipline de la gestion. Parce que dans les entreprises, souvent, les gens sont appelés à se promener d'une division à l'autre, ou encore si l'entreprise est de moyenne taille, il va travailler sur plusieurs domaines en même temps. Donc, il y a une demande pour une compréhension générale de l'entreprise pris comme entité, comme telle. Et d'un autre côté, bien, je veux dire, il y a des pressions pour que les étudiants soient compétents de façon professionnelle dans une technique, dans une discipline ou l'autre, pas dans une technique, mais dans une discipline ou l'autre. Alors, pour nous, la formation générale, c'est cette capacité au niveau organisationnel de pouvoir comprendre l'entreprise comme telle à partir d'un ancrage qui sera le plus souvent disciplinaire. Mais il y a aussi une formation générale sociétale. L'entreprise, joue un rôle dans la société, un rôle qui est de plus en plus important, et on lui impose cette situation-là. Alors, les employeurs, ils s'attendent à ce que l'étudiant puisse se débrouiller face aux turbulences qu'il y a dans la société. Je veux dire, on déclare une guerre, il y a une fermeture d'usine, il y a un changement de gouvernement, il y a un événement catastrophique. Je veux dire, si vous êtes un spécialiste dans une discipline et que vous ne voulez pas sortir de cette dimension-là, vous n'allez pas être un bon administrateur. Vous faites affaire avec l'étranger, vous avez des chocs culturels, des façons de faire les choses différemment. Il y a des stress dans ces pays-là. Comment est-ce que tu fais comme gestionnaire pour t'en sortir? Alors, il faut que le gestionnaire soit aussi capable sinon de tout comprendre, mais au moins d'apprendre rapidement dans les situations-là. Donc, une formation générale doit offrir à quelqu'un qui est ancré dans une discipline une vision organisationnelle puis une certaine capacité de comprendre le rôle de l'entreprise dans la société et le poids de la société sur l'entreprise aussi pour être capable de maintenir un équilibre et permettre à l'entreprise de continuer sa progression. Alors, pour nous, c'est ça, la formation générale. Et vous comprendrez que se préoccuper de ces deux dimensions-là dans un programme qui doit être aussi disciplinaire, ça fait pas mal de stress. C'est court. Ça fait beaucoup. Parce que 3 ans, c'est toujours 90 crédits au bac. Alors, être capable de couvrir tout ça, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, je peux juste parler un petit peu des défis qui se présentent aujourd'hui à ce niveau-là. Ça nous amène à l'autre question. Ça ouvre la porte. Mais, par exemple, quand je suis arrivé à la faculté en 86, j'arrivais de l'Université du Québec, bien, je me rappelle, j'arrivais de l'étranger. J'avais fait un stage d'1 an et demi à l'étranger, dans le Sud. Et puis, l'international, bien, c'était, à ce moment-là, c'était très, 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 très marginal. On parlait conceptuellement de l'international, mais je veux dire, l'international, la mondialisation de ces affaires-là, ça n'existait pas, ou très peu dans le discours. Comme il n'y avait pas de pratique aussi. Eh bien, ça nous est tombé dessus dans les années 80 tranquillement, dans les années 90 encore plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser que quelqu'un puisse être formé en gestion sans avoir une certaine compréhension de la mondialisation, de la chose internationale. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit quelques cours, mais on a aussi
permet aux étudiants d'aller faire des stages à l'étranger. On a reçu des étrangers. On a des programmes communs avec l'Europe, par exemple. On a aussi des professeurs qui enseignent à l'étranger. On a des professeurs qui font de la coopération internationale, des étudiants qui travaillent aussi au niveau de la coopération internationale. On a essayé d'introduire ça de mille manières, cette préoccupation-là. Mais alors qu'on commençait à être à l'aise, bien, il arrive le cas de la Chine. Et puis des pays émergents qui arrivent, qui nous imposent une toute autre dynamique internationale. Alors aujourd'hui, on demande aux gestionnaires, bien écoute, là, tu comprends-tu quelque chose à la Chine, toi? Hein? Ben, parce que c'est particulier. La pression que la Chine fait sur le marché mondial et sur l'économie canadienne est tout à fait particulière. C'est pas la même chose c'est pas le même international dont on parlait dans les années 80-90. Alors là, on doit introduire cette préoccupation-là. Mais les professeurs, eux, il faut qu'ils s'adaptent. Il faut qu'ils se forment eux-mêmes dans le domaine. Là. Je veux dire, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas quand on étudiait aussi. Alors, c'est un défi particulier. Il n'y a pas juste la Chine, il y a l'Inde, le Brésil aussi, qui arrivent de façon tout à fait particulière dans notre environnement. Alors, le marché nous demande d'avoir des gestionnaires qui ont entendu parler au moins, un peu. Il y a aussi le développement. On en a parlé un petit peu, je veux dire, les entreprises sont considérées comme des facteurs de développement. Et dans une économie de marché, et social-démocrate en partie, comme celle du Québec, bien, je veux dire, le rapport entre la société, l'État et l'entreprise est très serré. C'est-à-dire, on demande aux entreprises de générer de la richesse, de créer de l'emploi, d'innover, puis en même temps, on les aide. Et puis, toutes les fois qu'on demande qu'on les aide, il s'établit une relation et l'entreprise tire des avantages, mais en retour, doit tenir compte d'eux. Alors, ça aussi, je veux dire, on demande à nos gestionnaires de comprendre un petit peu le rôle de l'entreprise dans le développement, puis le rôle de l'État face aux différents encadrements qu'elle donne ou qu'elle ne donne pas. Alors, c'est une préoccupation. Il y a aussi l'éthique. Bon, avec la montée du néolibéralisme, on a déréglementé beaucoup et partout, ce qui a donné beaucoup de marge de manœuvre ici et là. Puis on a vu les erreurs qui sont faites. On parlera d'Enron, on parlera de Nortel. Je veux dire, ce qui a amené un éveil pour la chose éthique dans l'enseignement, parce que là, on dit, écoute, on a un gestionnaire qui fait ce genre d'erreur, c'est pas bon pour l'entreprise, hein? Enron a fait faillite. Alors, c'est une préoccupation qu'on doit ajouter. Il y a aussi le développement durable. Bon, bien là... c'est dans l'air du temps. Ben oui, comme je dis souvent, si le développement durable, c'est une préoccupation du gouvernement et des citoyens, c'est l'affaire des entreprises et des consommateurs. Alors, on ne va pas régler la problématique du développement durable si les entreprises n'embarquent pas, si les consommateurs n'embarquent pas. Alors, nous, c'est nous qui formons les gestionnaires de ces entreprises-là et c'est nous qui entrons en relation directe avec les consommateurs à travers le marketing, par exemple, etc. Donc, il y a là une préoccupation particulière qu'on doit donner, je veux dire, à nos futurs gestionnaires. Les entreprises commencent à nous le demander comme tel. Alors ça fait... C'est sûr qu'on a eu des réponses. Les premières réponses, c'est de créer un programme spécialisé dans le domaine. Alors, on a le programme de gestion internationale, on a un programme de gestion du développement durable, on a un programme plus axé sur le développement local, et puis un programme de gestion des coopératives. Alors, on a créé des programmes pour des spécialisations qui s'adressent à ces domaines-là, mais ces domaines-là sont des préoccupations de tous les gestionnaires. Alors là, comment est-ce qu'on fait pour que les retombées des expériences, des compétences qui se développent dans les programmes spécialisés, dans les unités de recherche, comment est-ce qu'on fait pour les transférer après ça dans les enseignements réguliers? Bien, ça, c'est un défi. Ça, c'est le défi. On est là. C'est sûr que chaque professeur qui fait des recherches dans un domaine, quand il devient plus compétent dans un domaine, quand il revient dans ses cours, ça transparaît. Mais... il faut que ça soit généralisé dans l'ensemble. On arrive dans la problématique des compétences transversales. Ouais. C'est sans changer le cours qui doit satisfaire des exigences professionnelles, comment est-ce qu'on peut arriver à parler en même temps de d'autres domaines? J'imagine que l'éthique est un bon exemple, parce que vous n'avez pas de programme en éthique, je ne crois pas, là, dans l'éthique des affaires, par exemple. Non, mais on a un groupe de recherche. Ah oui? Ah oui. Il y a un effort, j'imagine, pour intégrer les notions d'éthique dans l'ensemble
des programmes de formation. C'est ça. Il y a un effort qui est en train de... Je ne dirais pas qu'on a terminé. Là. Il y a un effort, il y a une préoccupation qui est là, puis on essaie de l'intégrer. C'est pas simple, là, parce que, comme je vous disais, là, vous avez le contexte que je vous ai présenté tantôt, où il y a des pressions de toutes parts, puis aussi la carrière du professeur, qui a ses habitudes. Le professeur a ses habitudes, il est dans son secteur professionnel, il est super spécialisé, il est évalué par ses pairs à travers ses recherches, etc. Alors, puis il y a ces pressions externes qui ne sont pas nécessairement bienvenues. Pas toujours. Non, parce que je veux dire, c'est pas nécessairement son domaine, et puis il y en a plein le chapeau de faire son travail, puis tout d'un coup, on lui demande d'introduire d'autres considérations. Alors, la réponse tu dis, ben, ça va être d'autres qui vont le faire, ou encore ils vont l'apprendre sur le terrain. Ils ont juste à lire. Bon, mais après ça, graduellement, ça doit entrer comme un peu l'international. La chose internationale a envahi la faculté de bien des manières dans les programmes. Par exemple, lorsqu'on permet à des étudiants du bac d'aller faire un stage à l'étranger, ben, je veux dire, on n'a pas mis de cours nouveaux dans le programme. Mais on a un stage qui est en fait dans un autre pays, je veux dire, donne une expérience internationale qui est très, très, très riche à l'étudiant. On permet aussi à des étudiants d'aller faire des sessions à l'étranger de formation. Bon, alors il y a des ajustements qui se font, mais ça prend un certain temps. Et ça se fait à l'intérieur d'une dynamique humaine qui est comme toutes les dynamiques humaines. Je veux dire, le changement organisationnel. Ça se fait pas. Non. Mais je constate que c'est notre problématique à nous, en termes d'enseignement, est bien plus à ce niveau-là, à mon avis, évidemment, qu'au niveau de l'usage de nouvelles pédagogies, par exemple. Ouais. Alors, les pédagogies sont toutes là. On les utilise plus, moins, selon les disciplines, selon les professeurs. Mais ces défis de nouvelles problématiques qui assaillent les gestionnaires, bien ça, je veux dire... je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour nous autres à considérer. Faire en sorte de mettre vos étudiants en contact et les équiper pour être capable de répondre à tous ces nouveaux défis-là ou ces nouvelles... Peut-être que c'est impossible aussi, mais en tout cas, je veux dire, il reste que c'est un défi renouvelé. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire que toutes ces pressions-là que vous avez, soit des étudiants eux-mêmes, des entreprises, des gouvernements, des associations professionnelles, est-ce que c'est exigeant, mais c'est à la fois un peu toutes ces pressions-là qui ont fait en sorte que la faculté d'administration, finalement, se maintient à jour en termes de méthode pédagogique et de curriculum aussi? Bien, moi, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je trouve ça très, très sain, toutes ces choses-là. Dans la mesure où il n'y a pas juste une pression. Si on avait des pressions seulement des corporations professionnelles... Ça s'équilibre. Bon, je veux dire, on pourrait se sentir prisonnier. Mais dans la mesure où les pressions viennent d'un peu partout, bien, je veux dire, on est obligé de... Je veux dire, on a un certain contrôle sur ce qui nous arrive. Et puis, on est obligé d'être alerte aussi. Et je crois que, en tout cas, selon mon expérience, à l'Université de Sherbrooke, en général, dans tous les départements, les gens sont très alertes à la qualité de leur enseignement, à leur objet d'enseignement aussi. Et puis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations qui se sont faites au niveau des programmes de maîtrise, dans la façon dont on a fait le doctorat, etc., qui sont issus de je dirais, de cette synergie. Parce que pression, c'est un peu négatif. J'utilise toujours le mot pression puis tension depuis le début. Mais je pense que c'est une forme de synergie. Et c'est notre fierté parce que la capacité distinctive de l'Université de Sherbrooke, c'est d'être prêt. De l'Université de Sherbrooke, de la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke, c'est d'être près de son milieu, c'est d'être près de ses employeurs, et d'être près du terrain, d'être près de la communauté d'accueil dans laquelle on est. Et bon, je veux dire, ça nous aide à maintenir cette dynamique. Et maintenant, quand on regarde globalement en 2007, ce serait quoi les caractéristiques essentielles d'une formation de qualité? Bien, écoutez, c'est pas différent de ce que c'était il y a 35 ans quand j'ai commencé. Peut-être, par contre, on est plus rusé un peu. on nomme mieux les choses, mais je pense qu'on doit d'abord doter les étudiants d'une capacité de pensée, d'un esprit critique. Chez nous, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être capable de développer de la connaissance, de se positionner par rapport à la connaissance, mais ça veut dire aussi être capable de prendre des décisions de façon critique, parce qu'on forme des gestionnaires.
Alors, toute la formation, par exemple, en équipe, à travers les études de cas, vise à développer cette capacité critique où vous êtes bombardé d'informations et vous devez vous faire une opinion et puis débattre avec d'autres. Alors, pour nous, ça, ces pédagogies et ces intérêts-là s'adressent à la capacité de penser. Je pense que quand on arrive à maîtrise, il faut apprendre ça. Deuxième chose, c'est la capacité d'apprendre. Vous comprendrez avec tout ce que j'ai dit qu'il n'y a pas un étudiant qui va tout savoir en sortant. Et ensuite, même si on lui enseigne tout, 5 ans après, ça va être d'autres choses. Alors, il faut lui apprendre à apprendre. Et ça, c'est un autre défi important. Parce que si on se cantonne dans un enseignement qui est plus professionnel, plus technique, alors on amène les étudiants dans des recettes. Les recettes, ça vieillit. Alors, il faut être capable de maintenir un équilibre entre les recettes qu'on doit enseigner parce que c'est une école professionnelle, mais aussi une capacité de conceptualiser des choses nouvelles et puis de se remettre en question. Alors ça, c'est les cours de méthodologie. Il y a des cours qui sont plus orientés vers une capacité d'analyse et puis capacité de porter, je veux dire, une réflexion. Alors, c'est des cours de méthode, c'est la capacité d'apprendre. Et si on a appris à quelqu'un à apprendre, il sait tout. Parce que toute sa vie, il va apprendre. Il faut trouver. Ouais. Ensuite, l'autre, c'est le programme devrait aussi amener l'étudiant, parce que quand tu as tout fait ça, penser et apprendre, il faut que tu sois capable de changer. Alors, il faut qu'un bon programme devrait permettre à l'étudiant d'être capable de changer, c'est-à-dire lui ouvrir les ornières, l'ouvrir sur le monde, voir qu'il y a d'autres paradigmes, d'autres réalités, d'autres bonheurs, d'autres façons de faire les choses, d'autres pratiques, de façon à ce qu'il sache qu'un jour ou l'autre, il sera confronté à ces réalités-là et à d'autres réalités qu'il ne peut même pas imaginer. Donc, capacité de changer. Et puis, on est une école professionnelle, l'autre, c'est capacité d'agir. Alors, il faut qu'il soit capable pas juste capable de faire du papier et puis des analyses, il faut qu'il soit capable de prendre des décisions. Il faut qu'il soit capable de mobiliser des gens. Il faut qu'il soit capable de créer des synergies, de se réseauter, etc. Alors, capable d'agir. Alors, chez nous, là, un programme tous nos programmes essaient de viser ces éléments-là. Évidemment, au bac, on est plus près de la recette. En maîtrise, on commence à les faire penser. Puis au doctorat, bien, je veux dire, on se concentre sur la pensée. Mais il reste que ça doit imprégner chacun des programmes comme tel. Les cours de métaux sont plus forts quand on avance vers le doctorat, un peu moins au niveau du bac, mais on ne veut pas les écarter comme tel. Alors, c'est chez nous, c'est un peu le débat dans lequel on se trouve. Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, il y a une tendance. On s'en va plus sur un type de capacité. De quoi, à un moment donné, sur un autre type de capacité. Okay. Selon les dynamiques de l'environnement, selon les professeurs qui sont en place. Alors, c'est cet équilibre-là qu'on doit essayer de maintenir de façon dynamique dans le temps. Selon la réception des étudiants aussi, peut-être? Oui. Est-ce que les étudiants réagissent différemment s'il y a une tendance, Les étudiants, chez nous, la réaction des étudiants est au cœur de notre dynamique. Je vous l'ai dit au début, comme notre programme, surtout au bac, comme le programme est construit sur un tronc commun et puis que les choix d'options se font après un trimestre ou deux, alors les étudiants, je veux dire, imposent leur perception, leur appréciation des options. Ils l'imposent parce que avant de choisir, on va voir ce que les étudiants de deuxième puis de troisième font dans l'option, s'ils aiment ça, s'ils n'aiment pas ça, ce qui se passe. Le truc. Ensuite de ça, on fait venir, lorsque les étudiants font leur choix, on fait venir des gens d'entreprise qui viennent témoigner du type d'emploi qu'il y a, des besoins du secteur, etc. Donc, déjà dans ce choix-là, il y a des influences de l'extérieur. Ce sont souvent de nos anciens étudiants, évidemment, qu'on fait venir, qui ont vécu la formation, puis qui travaillent dans le domaine, qui viennent après ça se raconter. Alors, ces réalités-là donnent une place très, très importante là, à l'influence des étudiants. Et puis, c'est une influence qui n'est pas à long terme. Ce n'est pas le marché qui nous dit 5 ans après qu'on ne formait pas bien des gens puis que là, il y a une baisse de clientèle à la faculté. Ça se fait sentir le trimestre suivant. C'est très rapide. Oui. Et puis, bon, ça n'a pas été construit dans une stratégie bien pensée. Je veux dire, c'était, comme on dit en stratégie, c'est une stratégie émergente.
Alors, parce qu'on voulait un programme général qui avait des options, un tronc commun, puis bon, on voulait que les étudiants qui choisissent soient le mieux informés, alors, etc., etc. Alors, il s'est créé cette dynamique qui donne une place importante aux étudiants dans l'évolution du programme. Vous devez vous ajuster rapidement oui, au fur et à mesure. Oui, si dans le tronc commun, dans un domaine, il y a de la difficulté dans un cours, ça va se refléter assez rapidement. Lorsqu'on avait fait l'évaluation du bac à un moment donné, j'étais, je pense, vice-doyen à l'enseignement, on avait noté que souvent dans les options, les meilleurs professeurs, c'était ceux qui enseignaient dans le premier trimestre. Ah oui. Ce qu'on voit, c'est souvent le contraire qu'on voit dans les autres programmes. Dans les cours de base, ce sont les jeunes profs, les chargés de cours, etc. Ce qui ne veut pas dire que les chargés de cours ne sont pas considérés comme des bons professeurs, parce que dans certains cas, ce sont des chargés de cours qui sont privilégiés pour le cours. Mais on veut toujours un professeur, comme on dit, vedette. Parce qu'il y a souvent, l'étudiant, il y a ce cours-là pour évaluer son choix comme tel. Alors, si le professeur est en difficulté pour différentes raisons, je veux dire, ça va mal. Donc, l'étudiant ne choisira pas. Ce qui permet aux étudiants, dès le départ, d'avoir, en termes de communication, en termes de pédagogie, d'excellents éléments. Je ne dirais pas les meilleurs éléments, parce qu'ils sont répartis tout de même dans d'autres, mais d'excellents éléments dès le départ. Pour leur donner la meilleure idée possible de cette... oui, mais c'est une espèce de respect pour la capacité de l'étudiant, pour la capacité que l'étudiant a de choisir son option. S'il n'y avait pas à choisir, on ferait ça différemment. Je ne dis pas qu'on négligerait l'étudiant, mais peut-être que la stratégie pédagogique du département pourrait être différente. En terminant, M. Prévost, est-ce que vous considérez qu'il est souhaitable que les universités réfléchissent sur leur mission d'enseignement? Écoutez, si on dit que les universités ont comme mission l'enseignement et la recherche, oui. Ce qui fait manger les universités, c'est l'enseignement. Alors, la subvention que le gouvernement donne est par tête d'étudiants. Donc, comme bon gestionnaire universitaire, les administrations universitaires devraient être préoccupées fondamentalement de cette fonction-là, de façon quotidienne et de façon aussi stratégique, comme telle. On ne peut pas négliger cette activité-là. Et moi, je pense que c'est une réflexion qui doit être permanente. Le monde est en turbulence. Avec la mondialisation, Internet, etc., il y a de nouvelles réalités qui sont en émergence, dont on ne peut pas apprécier encore complètement les impacts. Par exemple, avec Internet, il pourrait arriver que certaines grandes universités de la planète forment tous les étudiants de la planète. Et un diplôme d'Harvard, comparé à un diplôme de Sherbrooke, par exemple, dans ce contexte-là, bien, peut-être qu'on serait désavantagé. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais techniquement, ça va être possible. Ouais. Et il y a déjà des écoles qui ont pris du galon à ce niveau-là. Alors, c'est en émergence, on ne sait pas. Peut-être que ça sera un fiasco. Peut-être que ça va nous permettre de mieux nous identifier en disant que nous, ici, c'est plus personnalisé. À la faculté, c'est des plus petits groupes. Chez nous, ça a toujours été une préoccupation. Alors, ce contact personnel avec l'étudiant est irremplaçable, etc., etc. Je veux dire, on pourrait peut-être se trouver une niche là-dedans. Mais c'est une réalité qui est nouvelle. C'est juste une illustration. Alors, toute la mondialisation, les chocs interculturels, on en parle tous les jours de ce temps-là. Alors, ça aussi, ça affecte les façons d'enseigner, les façons de passer son message. Alors, moi, je pense que, plus que jamais, les universités ne peuvent pas négliger la fonction enseignement. C'est son pain quotidien. Le matin où une université perd des étudiants est en difficulté, sur toute la ligne, y compris au niveau de la recherche. Alors, Sherbrooke a su maintenir, dans le temps, à travers toutes les crises qu'on a eues, a su maintenir sa clientèle et la faire croître. Alors, parce qu'elle s'est distinguée, parce qu'elle s'est donné une image, etc., bien, si la recherche nous donne une certaine image, il reste que les gens qui s'inscrivent, ils s'inscrivent d'abord au bac, puis ils ne viennent pas en recherche. Ils viennent suivre des cours. Mm-hmm. Alors, si on est bien considéré au niveau des cours, ça va être essentiel. Donc, je pense que c'est une fonction
qui ne peut absolument pas être négligé. C'est stratégique et on devrait faire des réflexions, je ne dirais pas en permanence pour écœurer le monde, mais on devrait régulièrement faire des remises en question. Et, chez nous, je t'ai dit qu'il y avait une certaine dynamique qui existait et qui était positive. Mais je dois avouer qu'on ne fait pas tant de remises que ça en question. Je veux dire, on est pris au quotidien, il faut y vivre ces changements-là. On manque toujours des ressources professorales. Il y a eu des changements aussi des méthodes de travail qui nous ont affectés. Par exemple, l'avènement des micro-ordinateurs, bien, je veux dire, ça a donné plus de travail aux professeurs. Avant, nous, on faisait nos notes, là, puis on donnait ça à la secrétaire. Puis la secrétaire, elle dactylographiait le truc. Et puis, on regardait s'il y avait des fautes, puis on le retournait. Et vous puis, le faites vous-même? c'était non seulement on fait notre petit courrier avec une habilité limitée, puis, mais on fait des montages PowerPoint, là, on choisit des petites couleurs, met des lignes, fait passer le message, met des petites fleurs dans le coin, etc. Bien, ce catinage, ça prend un temps fou. Ça s'est ajouté, ça, au travail. Et alors, on disait que la technologie, elle a libéré. Bien, ça libère pas tant que ça. Là, c'est sûr que si vous êtes dans un cours qui est plus statique, parce que c'est un cours de base, c'est plus technique, bien, je dis, quand vous avez monté votre cours une fois, il y a une certaine vie, puis on peut l'adapter facilement. Mais si vous êtes dans un domaine qui est plus dynamique, vous recommencez presque à tous les trimestres, vous avez des aménagements assez importants à faire dans vos notes. Et puis, bon, je veux dire, ça prend plus de temps que ça en prenait. Et puis, je ne suis pas sûr qu'on a prévu ça, puis je ne suis pas sûr qu'on a évalué cet impact-là, parce que j'étais avec des collègues, on discutait de parce que je suis à la fin de ma carrière, alors on discutait des attentes qu'on avait. Alors, on pensait tous qu'à la fin de notre carrière, on pourrait avoir un petit peu plus de temps libre, parce qu'on avait développé des compétences, des outils, des tas de trucs, et puis qu'on arriverait à une certaine sérénité face à notre travail. Puis on constatait qu'on avait tous, comme on dit en québécois, la broue dans le toupette. Et plus que jamais, on était débordés dans notre travail. On a dit, qu'est-ce qui se passe? On donne toujours à peu près le même nombre de cours. On fait nos trucs, des cours que maintenant on maîtrise. Ça devrait être rodé. C'est ça. Et puis, bon, on fait notre recherche. Dans la recherche, c'est toujours nouveau, mais bon, on sait plus comment faire. Et puis, etc., etc. Et puis, on était arrivé à la conclusion qu'il y avait une bonne partie du surcroît de travail qui était dû au fait qu'on faisait du secrétariat. Ce qu'on ne faisait pas avant. Puis plus que ça, on faisait du montage audiovisuel. Alors, puis si on était un petit peu plus innovateur, bien, on catine avec Internet, puis on l'utilise dans le cours, puis on va sous des... Bien ça ne s'invente pas. Alors, ça consomme du temps de maîtriser ces outils-là. Alors, donc, l'organisation du travail serait un axe de réflexion important en lien avec les nouvelles technologies? Bien, moi, je crois qu'il n'y a pas eu de réflexion là-dessus, sur l'impact des nouvelles technologies sur l'organisation du travail. Je pense que c'est le mot comme tel. Et à quelque part, je veux dire, il y a peut-être des équilibres à atteindre ou encore des réorganisations des fonctions du personnel qui sont avenues. Parce que si nous, par exemple, on veut jouer un rôle, je ne sais pas, moi, faire de la formation à distance, créer un programme de maîtrise internationale où on va utiliser à fond Internet, il y a quelqu'un qui va être obligé de faire de la conception, qui va être obligé d'élaborer ça. Moi, là, j'aime ça, Internet, j'aime ça, l'informatique, j'ai toujours eu le nez là-dedans, mais je ne suis pas compétent pour faire ça. Ça veut dire que je devrais me rendre compétent si je vais embarquer là-dedans. Alors, j'ai un temps à investir dans ce truc-là. Alors qu'il faut continuer à donner les cours, il faut continuer à faire la recherche, il faut continuer à faire les trucs. C'est pas pour se plaindre que je dis ça. Je dis que c'est un nouveau défi. Et puis, il faut l'aborder pour ce qui est, parce que ces défis-là qui nous arrivent, il faut les relever. Si on passe à côté, l'impact va être beaucoup plus que l'usage ou le non-usage d'une technologie. Ça peut avoir un impact beaucoup plus important au niveau du choix que les clientèles vont faire au niveau des universités. Alors ça, Alors c'est pour ça que je pense qu'on doit, on doit toujours réfléchir. Il y a d'autres choses aussi qui doivent entrer en ligne de compte. Je crois aussi que l'arrimage, et ça c'est mon petit biais développement local, l'arrimage des universités avec leur communauté d'accueil. Dans le temps, ça a très évolué. S'il y a des choses qui ont évolué, c'en est un. Moi, je me rappelle qu'un recteur m'avait dit à un moment donné, tu sais, Paul, le développement régional, le développement local, là, ça ne nous intéresse pas du tout. Et, nous, si on est à Sherbrooke, c'est un accident de parcours, on est une université universelle. Alors, ça fait bien des années. Ça a bien changé dans le discours.
Mais c'était cette position-là était la position de la majorité des universités, qui se voyaient citoyennes du monde, comme telles. Alors, pour différentes raisons, on s'est rapproché de notre communauté locale, y compris des campagnes de souscription, par exemple. Et puis, moi, je me dis que les universités pourraient faire un meilleur usage du potentiel de recherche et du potentiel d'enseignement de leur collectivité, de leur communauté d'accueil. Ce qui permettrait à l'université de rendre un service à la communauté et ce qui permettrait à la communauté de rendre service à l'université. Au niveau de la recherche, il y a beaucoup d'efforts à l'heure actuelle. L'Université de Sherbrooke est loin d'être en arrière des autres dans ce domaine-là. On a juste à s'informer pour le voir. Mais au niveau de l'enseignement, c'est moins évident. Puis il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Parce que, par exemple, dans quelques-uns de mes cours, j'avais l'habitude d'envoyer les étudiants sur le terrain au lieu de prendre un cas théorique ou un cas pédagogique. On prenait un cas réel. Alors, par exemple, dans le cours de gestion de projet que je donnais, les étudiants devaient se trouver un projet dans une entreprise, quelconque ou une institution. Puis, ils travaillaient sur le projet, ils en faisaient le montage. Et puis, ils retournaient le rapport à l'entreprise, qui pouvait en faire ce qu'ils voulaient. Et puis, nous, on l'évaluait, on faisait l'apprentissage là-dessus. Mais l'entreprise pouvait avoir un bénéfice, ou l'institution pouvait avoir un bénéfice, parce qu'il y avait tout de même un rapport qui avait été fait, un rapport qui avait été encadré par un professeur. Alors, il y a plein de possibilités comme ça. Alors, outre les stages, qui sont déjà un moyen de le faire, il y a plein d'autres possibilités aussi au niveau des enseignements où on pourrait faire des arrimages avec la communauté d'accueil et rendre service en même temps que la communauté nous offre un terrain pour l'apprentissage. Et c'est bien reçu en général, dans la communauté? Moi, j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. À tous les fois que j'ai utilisé cette approche-là, les étudiants se sont tous trouvés des projets. Souvent, j'ai trouvé du financement pour payer les dépenses. Et puis, on a rarement eu de problème. Les problèmes qu'on a eus, c'est que des fois, le cas a disparu. Bon, je veux dire, par exemple, une entreprise disait, bon, écoute, ça va, oui, on vous ouvre les portes, etc. Puis votre personne, la personne avec laquelle vous allez travailler, c'est cette personne-là. Et puis, je me rappelle à un moment donné, la personne est partie pendant 3 semaines en vacances. Dans un trimestre, ça fait un méchant trou. Alors, il n'y a plus de cas. Bon, il nous est arrivé quelques fois. Mais après, on a pris des assurances pour que le cas s'en aille pas, parce que nous, il faut finir. Ensuite, les problèmes qu'on a, c'est l'ajustement je dirais, de l'agenda. L'entreprise peut vouloir le rapport le 1er mars. Ah oui, la fin de la session. Puis nous autres, c'est le 15 avril. Alors, l'étudiant qui est pris pour déposer son rapport le 1er mars, il trouve ça difficile d'arriver pour le 1er mars, alors que ses collègues ont jusqu'au 15 avril pour faire le travail. Alors, il y a des fois, parfois, ce genre de petits problèmes. Mais c'est jamais insurmontable. Mais je pense qu'il y a un questionnement là-dessus. Je pense qu'il y a un questionnement là-dessus pour éviter les improvisations, puis optimiser ce contact-là. Les universités ont besoin de leur milieu. Je veux dire, on le voit, c'est évident. Ils ont besoin de leur milieu pour prospérer. Alors, c'est ce qui leur permet souvent d'être distinctifs, de se développer une image qui est particulière. Alors, ça, je pense que ça devrait être bien débattu comme tel. Puis, à ces éléments-là s'ajoutent les débats réguliers. Là, je veux dire, l'université, le savoir-faire, le savoir-être. Parce qu'on se concentre souvent sur le savoir et le savoir-faire. Dans les écoles professionnelles, il y a le savoir-faire. Dans les écoles plus fondamentales, je veux dire, c'est le savoir. Mais on forme des êtres humains. Alors, il y a le savoir-être aussi. Et puis, dans les pédagogies qu'on suit, on peut permettre aux étudiants de croître, de devenir autonomes ou d'être de plus en plus dépendants. Alors, on peut placer l'étudiant dans une dynamique où il est vraiment à la remorque du maître. Ou au contraire, qui peut être autonome, s'exprimer, etc. Alors, ça aussi, il faut y réfléchir parce que les gens, quand ils quittent l'université, ils devront être autonomes et le plus rapidement possible. Puis, il est toujours plus facile pour nous autres, enseignants, de maîtriser, en sens maître,
et de contrôler l'enseignement que de laisser l'étudiant de laisser à l'étudiant un certain nombre de degrés de liberté. Alors, je pense qu'il y a des réflexions. Il y a un dosage à faire, puis il y a des réflexions à poursuivre dans cette direction-là. C'est quand même bien parti. Oui, oui. Ce sont des préoccupations qui sont là, je veux dire. Et puis, il y a des gestes qui sont posés. Mais je trouve que de temps à autre, il faudrait rassembler les expériences de tous et chacun et les partager. Il faudrait les entreprises le font. Ils créent des communautés de pratique. Alors, les communautés de pratique, ce sont des espèces de groupes informels d'individus qui partagent une préoccupation et qui échangent de façon latérale. Alors, leur savoir-faire, entre autres. Alors, bien, nous aussi, de temps à autre, on devrait un peu créer de façon sporadique des communautés de pratique où des professeurs de différentes facultés, de différents départements, différents domaines, échangent au niveau de leur pratique d'enseignement et de relation avec les étudiants. Parce que tout le monde, tous les profs essaient de faire un bon travail, hein? Et ils essaient d'être les meilleurs possibles, parce qu'ils sont évalués en plus. Quand ça va mal, on le sait. On le sait parce que les étudiants nous le disent, mais on le sait aussi parce que ça se dit dans le corridor. Et des fois, quand les étudiants ne nous le disent pas directement. Donc, on est, pour toutes sortes de raisons, y compris le goût de se dépasser, pour toutes sortes de raisons, je veux dire, on veut faire mieux. Donc, on invente des trucs, on essaie des affaires, on innove, etc. Des fois, on répète ce qu'un autre a fait déjà il y a trois sans le savoir. Et puis, comme on ne le sait pas, bien, on a tous les mêmes misères qu'il y a eu. On aurait pu éviter les misères. D'autres fois, bien, on a une petite idée de génie. Bien, on pourrait éviter aux autres les erreurs qu'on fait. Après, alors moi, je me dis que créer cette dynamique-là, ça serait intéressant. Il faudrait voir maintenant si, avec la pression qu'il y a sur le corps professoral, on aura le temps de faire ça. Si en plus, c'est ça. Bien, Paul Prévost, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre entrevue. Ça a été un plaisir. Pour moi de même. Merci beaucoup.